François Skeuten et Benoît Peter sont deux des plus grands auteurs de BD de ces 30 dernières années. Ils ont écrit à deux mains Les Cités Obscures, ensemble de 15 albums se passant dans le même monde parallèle, des murailles de Saint-Maris à la fièvre d'Urbicande en passant par la tour et la théorie du grain de sable. Ils ont tracé ensemble une œuvre inédite par sa singularité formelle. Aujourd'hui, après 5 ans d'absence, ils nous reviennent avec une nouvelle bande dessinée, Revoir Paris, racontant l'histoire d'une jeune femme à la recherche de ses origines, ayant toujours vécu dans une station orbitale, reconvertie en nouvelle cité et qui rêve de fouler le sol de cette ville qu'elle a tant vue sans jamais pouvoir y aller. Dans ce nouvel album, nous retrouvons beaucoup des thématiques des cités obscures, telles qu'une architecture omniprésente et un personnage en quête d'une identité qui pourrait autant la sauver que la détruire. De passage à Lyon pour une masterclass sur leur façon de travailler, j'ai pu les interviewer autant sur leur nouvel album que sur leur précédent et sur les artistes ayant eu sur eux une grande influence. Pourquoi ne pas avoir intégré Revoir Paris dans les cités obscures? Parce que sans doute on voulait une part de réalité sur Paris. On ne voulait pas le Paris parallèle, le Paris des cités obscures, qui lui aurait enlevé sa crédibilité. Comme on l'anticipe, comme on la projette dans le futur, ça aurait été dommage de ne pas lui conserver toute sa proximité. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de faire en sorte que Paris soit le Paris qu'on connaisse, mais dans 150 ans. En fait, l'architecture que j'aime dessiner ou qu'on aime rêver dans une histoire, c'est lié à un récit. Ça vient naturellement avec un propos, avec des personnages, avec une situation, avec un climat, avec un univers. Et puis quand on l'a fait, on l'a fait. Et on pense à autre chose, on pense à ce qu'on aurait envie de faire demain. Et donc, je ne sais pas, moi, chaque histoire a eu son plaisir. Quand on sortait de la fièvre d'Urbicande, qui était un univers très raide, très dur, très froid, on a eu envie du monde très délabré, très de ruines à la Piranèse de la tour. Et ainsi de suite, chaque album travaille un petit peu à l'encontre du précédent. Il travaille en contraste par rapport au précédent. Il travaille par tension par rapport au précédent. Il travaille par envie. Donc. Mais ce qui me semble frappant, c'est que tu as besoin de dessiner une architecture qui te plaît, que tu aimes au moment où tu la dessines. Oui. Et on a eu ce problème quand on a fait l'album Bruxelles, qui est l'histoire d'un désastre urbanistique, en fait, d'une ville qui ne s'aime pas, qui se détruit. Et il y a des gens qui nous ont dit que c'est un problème parce que les immeubles, les gratte-ciel que dessine François Skeuten, ils sont beaux. Et l'histoire aurait plus de force si ces immeubles étaient des bars ou des tours banales. Mais en réalité, il nous semblait que c'était une erreur, que le problème qu'on montrait, c'était le problème d'une ville traumatisée et pas le problème d'une architecture moche. Et puis en même temps, se dire pendant 60 pages, on va dessiner des bâtiments qu'on trouve inintéressants, c'est pas très exaltant. Et on verra cet aspect dans Revoir Paris, c'est très présent, c'est-à-dire qu'il y a un futur dont certains aspects sont difficiles, sont durs, mais en même temps, on essaye d'y trouver du plaisir et de trouver des choses intéressantes à représenter et pas simplement une situation d'apocalypse. Oui, d'ailleurs, on peut dire que l'architecture de la fièvre d'Urbicande est une architecture fasciste, l'inspiration de Albert Speer, du Bauhaus, etc. Et il faut l'aimer que pour la dessiner. Alors, si vous l'aimez, on peut presque vous dire, mais tu fais un éloge de cette architecture. Sauf qu'on oublie que cette architecture, elle est prise dans un climat, dans un récit, dans une dramaturgie, et qu'elle est là pour servir un récit. Elle n'est pas là pour se montrer comme un exemple. Les gens confondent toujours et disent toujours « Ah mais est-ce que vous voudriez vivre là ?» Mais non, l'idée n'est pas... On ne dessine pas de l'architecture pour vivre. Je ne dessine pas des univers dans lesquels on a envie de vivre. Je dessine des univers qui nous donnent envie de raconter des histoires. Un jour, quelqu'un nous avait dit « Ah, j'adore votre histoire, la fièvre d'Urbicande, c'est il y a longtemps. Il faudrait construire ce réseau. » Mais c'est le contresens absolu, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment une fiction, c'est le plaisir de dessiner quelque chose, d'abord de mobile, et puis d'insensé. On a toute la liberté pour le faire, mais effectivement, nous rendre hommage en disant « On va le construire », c'est le négatif même de ce que la bande dessinée permet. D'accord. C'est vrai qu'on a une culture cinématographique liée d'abord à
à ce qu'on a connu quand on était jeune. Donc ça va de Hitchcock à Fritz Lang, à Orson Welles, à Charlie Chaplin. Tu vas nous vieillir là. Oui, mais enfin, tu vas finir par en même temps, on a connu Méliès et Lumière. Non, mais enfin, quand même, oui, mais on prend même Peter Keaton. Blade Runner ou Terry Gilliam. Et alors, j'allais y arriver. Et évidemment, on a vécu des sorties de films qui nous ont marqués par leur extraordinaire présence et par leur imaginaire, etc., comme Blade Runner, effectivement, ou Brésil, mais aussi des films moins connus, des films. Ça peut être un Godard, ça peut être un Wim Wenders, ça peut être un film de Lynch, un film de Tarkovsky. Voilà, c'est tout un univers cinématographique. Alors ceux d'aujourd'hui, mais ils nous passionnent tout autant. Il y a des tas de cinéastes qui sont passionnants. Évidemment, ce qui nous intéresse nous, c'est évidemment à quoi ça sert, comment l'image est au service d'un récit. En quoi c'est de nouveau un petit peu les questions dont on a parlé tout à l'heure, en quoi c'est profondément cinématographique. Qu'est-ce qui se développe, quelle écriture il se développe. On peut aller vers des films qui sont peut-être très très simples, Bon, il y a le cinéma, mais le cinéma n'est pas forcément l'art roi pour nous, les références absolues. Donc il y a une créativité énorme en bande dessinée. Il y a des choses qu'on a aimées dans le passé, des choses qu'on aime aujourd'hui. Il y a la littérature, il y a le spectacle vivant, il y a l'architecture qui se bâtit. Voilà, il y a énormément d'éléments qui participent peut-être à ce qui nous intéresse et qui nous nourrit. Donc la bande dessinée en fait partie, mais à côté de la littérature, à côté du cinéma, à côté du théâtre et de la musique. D'accord. Oui, j'ai fait un mur peint, mon frère a fait une très grosse exposition ici. Il y a une séquence dans Les Portes du Possible qui se passe à Lyon. Tout à fait, il y a une séquence sur le futur de Lyon. Oui, l'idée, je pense, c'est pas si facile de faire une histoire. Sur Paris, par exemple, on a mis beaucoup d'années avant de penser que c'était le moment. On avait tourné autour sans vraiment se décider. Donc c'est pas si, ça se fabrique pas, le désir de travailler sur une ville. Et puis ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de bien la connaître. Et malgré le fait qu'on a une certaine connaissance de Lyon, moi je me sens bien incapable de faire pour l'instant un livre sur une ville que j'aime, mais que je connais mal. Qu'on connaît mal. Je vais laisser mon ami Benoît répondre à cette question. Je pense que comme souvent dans notre travail, il y a des aspects de plaisir et de hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois nos albums qui ont été récemment traduits au Japon, qui ont occasionné plusieurs voyages et beaucoup de complicité. Et puis cette actrice qui jouait dans le film Mr. Nobody, dont François a dessiné une partie des décors et du monde futuriste, une actrice qui s'appelle Linda Pam, et dont le physique nous semblait intéressant. Alors on a eu cette idée d'un personnage qui était mi-japonais, mi-parisienne, disons, fantasmatiquement. Donc c'est une métisse, comme on imagine une société future où le métissage sera devenu la règle et l'évidence, avec un prénom qui n'est d'ailleurs ni un prénom français, ni un prénom japonais ou directement asiatique, un mélange. Et voilà, ça s'est fait peut-être parce qu'il y avait des ouvertures pour l'histoire au Japon, mais aussi par le plaisir de faire vivre un personnage un peu différent d'autres auteurs où nous, à un autre moment, on aurait fait un autre choix. D'accord, moi je vous posais la question parce qu'en fait, quand je l'ai lu la première fois, je l'ai immédiatement mis dans un lien géopolitique avec l'émergence de la Chine comme superpuissance future, et du coup je me suis dit, potentiellement c'était peut-être l'idée sous-jacente aussi. Ça peut appartenir, mais c'est aussi l'idée qu'on vivra dans des pays de plus en plus mêlés, mélangés, dont déplaise à quelques râleurs.